Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, les résultats de l'élection sénatoriale de Géorgie qui se tenait le mardi 6 décembre sont tombés. Le démocrate Raphaël Warnock a gagné. Il y aura donc non pas 50 mais 51 sénateurs démocrates, ce qui confirme les bons résultats du camp Biden aux élections de mi-mandat. Cette élection de Géorgie opposait deux candidats bien particuliers. Côté démocrate, nous avions donc un pasteur baptiste aux allures de Martin Luther King et face à lui, un républicain, Herschel Walker, une ancienne star de football américain à la vie privée agitée et surtout très maladroit dans ses déclarations publiques. Autre circonstance aggravante, il avait à plusieurs reprises reçu le soutien de Kanye West, rappeur célèbre qui depuis quelques semaines enchaîne les propos antisémites et délirants. Soutien embarrassant dont on ne sait s'il est la cause de la défaite de Herschel Walker. Mais pour revenir à Kanye West, ce qui fait scandale, c'est un dîner qui a réuni le 22 novembre à Mar-a-Lago l'ex-président Trump, le rappeur Kanye West et Nick Fuentes, un suprématiste blanc négationniste. La nébuleuse antisémite semble donc prendre de l'ampleur, en tout cas médiatiquement, mais est-ce que pour autant, Laurence, on assiste à une montée de l'antisémitisme aux États-Unis? Et puis, est-ce que le fait que Trump participe à ce dîner fait de lui un antisémite? Sur cette question de Trump antisémite, il y a des éléments qui vont dans les deux sens. La fille de Trump, Ivanka, s'est convertie au judaïsme pour épouser Jared Kushner, qui vient d'une famille assez pratiquante. Et puis, il y a l'attitude de Trump vis-à-vis d'Israël. Pendant son mandat, il a accédé à des revendications très anciennes de la droite israélienne. En mai 2018, par exemple, c'est lui qui a déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, c'est une motion qui avait été votée par le Congrès américain en 1995, mais que les présidents américains n'avaient jamais actée par la suite. Il y a aussi eu les accords d'Abraham qui ont été conclus en 2020 et qui avaient été négociés sous la houlette de Jared Kushner, donc son gendre. Ces accords normalisent les relations entre, d'une part, Israël et les Émirats arabes unis, et d'autre part, Israël et le Bahreïn. Globalement, c'est des accords qui se font contre l'Iran et dans l'ignorance totale des intérêts des Palestiniens. Donc on ne peut pas taxer Trump d'antisémitisme. Quand même, il y a des signes qui vont dans l'autre sens, parce que son attitude clairement xénophobe et son positionnement d'extrême droite sur beaucoup de sujets a libéré la parole et l'action des antisémites aux États-Unis. Selon le Pew Research Center, 75% des Juifs américains pensaient en 2020 qu'il y avait plus d'antisémitisme dans le pays qu'en 2015. Et d'ailleurs, il y a plusieurs épisodes dramatiques qui le montrent sous le mandat de Trump. En octobre 2018, par exemple, un attentat à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh fait 11 morts. C'est l'attentat le plus meurtrier commis contre des Juifs aux États-Unis. Et puis, un an auparavant, en août 2017, il y avait eu ce rassemblement d'extrême droite Unite the Right à Charlottesville, en Virginie. On y avait vu des milices d'extrême droite, des milices néo-nazis, défiler en criant « Jews will not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas. Ils ont d'ailleurs pas tous fini en prison parce qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est extrêmement protégée. Il y a un équivalent à notre loi contre l'incitation à la haine raciale, mais ça n'est qu'une jurisprudence et qui n'interdit que les incitations à la violence directement. Donc la condamnation de tels propos est beaucoup plus faible. En tout cas, devinez qui était à cette manifestation de Charlottesville, le Nick Fuentes dont vous parliez tout à l'heure en introduction. Donc qui était au dîner à Mar-a-Lago avec Trump et Kanye West. À la suite de cette manifestation à Charlottesville qui avait fait un mort, une jeune femme renversée volontairement par une voiture conduite par un militant d'extrême droite, Trump avait condamné les débordements, les démonstrations de haine des deux côtés. C'est l'expression des deux côtés qui avait fait scandale puisqu'il avait mis sur le même plan les deux camps. Mais revenons à la place de la communauté juive aux États-Unis. De combien de personnes parle-t-on? Quel poids démographique pèse-t-il? La communauté juive américaine est assez petite en réalité. Les chiffres les plus récents dont on dispose, ils viennent de l'université Brandeis en 2020. 7,6 millions de juifs aux États-Unis, soit 2,4% de la population. Alors ce chiffre comprend les familles qui se disent de religion juive, mais aussi celles qui se disent non religieuses, mais de culture juive. Tout ceci, évidemment, c'est autodéclaratif. Et ce seraient principalement des juifs d'Europe centrale qui seraient arrivés aux États-Unis au XIXe siècle.
Absolument, mais il ne faut pas oublier que les premiers arrivés, à l'époque coloniale, ce sont des séfarades qui étaient venus d'Espagne et du Portugal via le Brésil ou la Hollande. Mais bon, c'était très limité, on parle de 2000 personnes juives en 1790, l'année du premier recensement. Par la suite, vous avez tout à fait raison, ce sont des Ashkénazes qui sont venus d'Allemagne et d'Autriche à partir de 1850, donc des gens qui parlaient allemand, puis de Russie à partir de 1880, et là, c'était des populations qui parlaient plutôt le yiddish. Les arrivées se sont taries dans les années 1920, quand les États-Unis ont fermé leurs portes. Et puis, après la guerre, on a vu l'arrivée des Juifs qui avaient survécu à l'Holocauste. Dans les années 70 et surtout les années 90, ce sont les Juifs venus du RSS qui sont arrivés aux États-Unis. Actuellement, on connaît les positionnements politiques, la sociologie politique de la communauté juive américaine. Le Pew Research Center, dont j'aime beaucoup vous parler, a sorti une grande enquête au printemps 2021. Il en ressort que 71% des Juifs sont démocrates aux États-Unis, donc vraiment une majorité, sauf la communauté orthodoxe qui, elle, se dit républicaine à 75%. Donc les orthodoxes, une communauté très fermée, comme celle décrite dans le succès de Netflix Unorthodox, série qui se déroule dans une communauté hassidique de New York. Oui, les Hassidiques, les Haredim, les Lubavitch, les orthodoxes regroupent un certain nombre de petites communautés qui ont en commun l'observation extrêmement stricte de la loi juive. Ils portent souvent des tenues très particulières, très sombres. Ils ressemblent un peu, si vous voulez, à des Amish en version judaïque. Ils sont surtout présents dans l'État de New York, où ils ont fait récemment l'objet de scandales liés au niveau d'éducation très mauvais dans leurs écoles. Ils ont souvent aussi été anti-vax ces dernières années par refus de la modernité. Mais ils représentent une infime minorité de la communauté juive. Oui, selon l'enquête de Pew, les orthodoxes ne représentent que 9% de la communauté juive américaine à l'heure actuelle. Mais il y a une évolution qu'il faut prendre en compte et qui me semble préoccupante. Chez les moins de 30 ans, il y a de moins en moins de juifs libéraux, ce qui s'appelle les réformistes aux États-Unis, de plus en plus de juifs désengagés, c'est-à-dire non pratiquants, et de plus en plus d'orthodoxes. On ne compte que 29% de juifs libéraux chez les 18-30 ans contre 44% chez les plus de 65 ans, alors que dans le même temps, on compte 3% d'orthodoxes chez les plus de 65 ans contre 17% chez les 18-30. Et je me demande si c'est pas ce qui arrive dans beaucoup de groupes religieux en Occident aujourd'hui, parce qu'on l'observe chez les protestants et chez les catholiques. Les progressistes quittent la religion, les réactionnaires y restent et en deviennent souvent la force principale. Voilà pour la photographie de la communauté juive américaine qui alimente finalement beaucoup de fantasmes antisémites. Qui sont les principaux antisémites aux États-Unis? Ce sont d'abord les suprémacistes blancs, ils sont antisémites depuis l'époque du Ku Klux Klan, après la guerre de sécession et dans les années 1920. Ils ont toujours mêlé le racisme anti-noir à l'antisémitisme, d'où ce slogan à Charlottesville dont on a parlé il y a une minute. Des gens délicieux. Mais il y a d'autres forces antisémites dans le pays. C'est un sujet difficile et souvent tabou, mais il y a un antisémitisme dans la communauté noire, avec des déclarations de pas mal de figures importantes. Whoopi Goldberg, Dave Chappelle, Kanye West ont tenu des propos antisémites. Certaines chansons de rap ont aussi parfois des propos très douteux. Il faut aussi parler des responsables de Nation of Islam, qui est une organisation afro-américaine fondée en 1930 pour regrouper les Noirs américains convertis à l'islam. Ils développent la thèse selon laquelle ce seraient des Juifs qui auraient dirigé le commerce triangulaire. Et donc par commerce triangulaire, vous entendez le trafic d'esclaves entre les continents africains et américains via le continent européen. Une thèse développée, une thèse fausse sur l'implication des Juifs dans ce commerce. Évidemment. Et puis, il y a une troisième source d'antisémitisme, ou en tout cas d'antisionisme, la controverse est importante. C'est celle des jeunes diplômés progressistes sur les campus qui adhèrent au mouvement BDS. Alors ce mouvement BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, il a été fondé par des Palestiniens en 2005 pour réclamer le respect par le gouvernement israélien des résolutions de l'ONU sur les territoires occupés et plus largement des droits de l'homme dans ces territoires occupés. BDS s'inspire du mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ils sont très présents à l'heure actuelle sur les campus américains où leur action mène à l'annulation de la venue d'invités juifs ou partisans du sionisme dans ces universités.
Les partisans de BDS se disent antisionistes et non antisémites. Bien entendu, les organisations juives, elles, pensent que ce sont des actes antisémites. Mais à propos du sionisme, est-ce que vous pouvez nous dire comment les juifs américains se positionnent par rapport à l'État d'Israël et comment le gouvernement américain se positionne vis-à-vis de Tel Aviv? La communauté juive, dans son ensemble, se dit très concernée par la question d'Israël, 82%. Mais la plupart des juifs américains, qui sont démocrates, sont à l'heure actuelle plutôt critiques du gouvernement israélien. Je vous rappelle qu'on a à Tel Aviv une coalition entre le Likoud et l'extrême droite. Plus de 50% des juifs américains interrogés n'aiment pas Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre, et 63% d'entre eux croient encore à la solution à 2 États. C'est-à-dire Palestine et Israël qui coexisteraient pacifiquement. Exactement. Cette tendance, elle est représentée par un groupe de pression qui a été fondé en 2008 à Washington, qui s'appelle J Street, et qui défend précisément cette solution à 2 États. Et du côté des juifs conservateurs? Ça vous surprendra pas, ils défendent, eux, un sionisme beaucoup plus agressif. Leurs instruments, ce sont le grand lobby AIPAC, le American Israeli Political Action Committee, qui a été fondé dans les années 50, ou même le American Jewish Congress, AJC. Cette ligne, elle a souvent eu beaucoup d'influence au Congrès et à la Maison-Blanche. La politique étrangère américaine a été très pro-israélienne depuis Kennedy. On l'a vu pendant la guerre des 6 jours, pendant la guerre du Kippour et jusqu'à Donald Trump. Je renvoie les auditeurs, si ça les intéresse, au livre de John Mearsheimer et de Stephen Walt, qui est paru en 2007 et qui s'intitule « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine ». Alors, ils ont évidemment été très critiqués par les organisations juives pour ce travail. C'est vrai que quand on regarde la politique américaine dans la région, on voit qu'il y a plutôt un soutien à Israël qu'à la Palestine. Mais est-ce que cela est le résultat du lobbying des organisations que vous avez citées? Ça a pu être vrai à certaines époques, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces fameux lobbies pro-israéliens ne sont pas tout puissants. Dans l'histoire récente, les administrations démocrates ont pu prendre leur distance avec le gouvernement israélien. Le lobby AIPAC, par exemple, était très opposé aux négociations avec l'Iran sur leur programme nucléaire. Mais ça n'a pas empêché l'administration Obama de négocier et de signer avec Téhéran en 2015 le fameux traité JCPOA. Et ça n'a pas empêché l'administration Biden ces derniers mois de tenter de le remettre en route. Donc ce que je retire de vos explications, c'est que les conservateurs ont tendance à être plutôt pro-israéliens, que les démocrates, eux, sont souvent plus critiques de Tel Aviv, à l'image de la majorité des juifs américains. Et oui, les plus grands soutiens d'Israël aux États-Unis, ce ne sont pas les juifs eux-mêmes, parce qu'ils sont trop démocrates, ce sont les protestants fondamentalistes et évangéliques, qui, eux, représentent 25% de la population. Car ça correspond à leur lecture des évangiles. Oui, les tenants de la droite chrétienne aux États-Unis ont adhéré, à partir du 19e siècle, à des théories théologiques très pointues, pré-millénaristes, pour rentrer dans le détail, à propos de la fin du monde. Ils pensent que la fin du monde, c'est-à-dire l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre, ne pourra s'accomplir que lorsque tous les Juifs seront rentrés en Israël. C'est une interprétation du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Au XIXe siècle, ces idées restaient de la théologie très abstraite, mais après 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé, eh bien, c'est devenu très concret et les protestants fondamentalistes et évangéliques américains sont devenus résolument sionistes. C'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, Trump puisse à la fois avoir des sympathies pour les suprémacistes blancs antisémites et prendre des mesures très favorables à Israël. Il cherche à plaire à la droite chrétienne. Finalement, un en même temps sioniste et antisémite. Merci Laurence pour ces explications et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.